Et voilà. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier direct du MOOC Prévenir et gérer l'arrêt maladie en entreprise. Je suis Hélène Ménaud, je suis chargée de valorisation des travaux de recherche au sein de la chaire partenariale. Et pour ce direct, je vais remplacer Marianne Cousin-Renier qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Mais voilà, rien de grave, je peux vous rassurer. Nous accueillons donc pour ce dernier direct le docteur Olfa Jouini. Bonjour Hélène, Euh, bonjour à tous. Merci de participer à ce MOOC. Donc moi je suis le docteur Olfa Jouini et je suis médecin du travail dans un service de santé au travail interentreprise qui s'appelle Prevlink. Nous nous occupons, mes confrères, mes collègues et moi, d'entreprises dont les salariés travaillent à Paris intramuros, le 92, le 95, le 91. Et voilà, et c'est tout type de secteur d'activité dont nous avons la charge. Secteur d'activité dans le privé, hein, c'est ça, dans le domaine privé. Dans le domaine Voilà, privé, à très très grande majorité. voilà. Merci. Alors, pourquoi ce MOOC? Donc, l'objectif, c'était trois raisons principales sur sa création. Donc, ça fait 15 ans ça fait plus de 15 ans que Malakoff Humanis construit des baromètres sur l'absentéisme et la santé au travail. Et chaque année, les résultats sont partagés dans la presse et avec les clients Malakoff Humanis. Et l'idée et l'envie était de faire un bien commun et d'en faire profiter le plus grand nombre de personnes. Et donc, un autre point, c'est que nous avons eu la chance d'avoir rencontré des experts, tous plus intéressants les uns que les autres, et on a voulu les rassembler autour d'un projet commun, chacun avec sa spécialité et sa vision de l'absentéisme. Enfin, nous, on voit au quotidien, avec les clients que Malakoff Humanis accompagne, la gestion de l'arrêt maladie est un sujet complexe sur lequel il y a encore beaucoup de réticence à aller. Donc, il manque souvent, ce n'est pas le courage, mais l'envie juste d'outils, le besoin d'outils universels et le fait de savoir par quel bout prendre ce sujet qui reste quand même bien complexe. Et dans ce MOOC, vous avez pu voir le témoignage d'entreprises qui vous ont livré simplement ce qu'elles ont mis en œuvre et ce que ça a changé dans leur quotidien. Donc, on s'est dit qu'il y avait de la place pour ce MOOC sur le thème de l'absentéisme parce que nous pensons que l'absentéisme n'est pas la fatalité, pardon, mais qu'il est toujours possible d'agir. Et pour cela, il faut bien comprendre les phénomènes à la manœuvre et leurs enjeux. Donc, un rappel sur les objectifs de la 4e semaine de ce MOOC qui tourne autour des plans d'action. Donc, sur ce direct, on va s'appuyer sur deux parties. Une première partie sur laquelle on va parler de comprendre les enjeux du contrôle médical des arrêts de travail, donc ce qui concerne la fraude et les abus. Et ensuite, le deuxième point que nous allons mettre en avant, c'est comment on peut s'appuyer sur son médecin du travail et sur les services de prévention de santé au travail euh, et utiliser les outils de lutte contre la désinsertion professionnelle. Alors, première partie, comment comprendre les enjeux du contrôle médical des arrêts de travail. Le premier contexte, il faut prendre en compte le contexte de la fraude sociale en France. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a estimé le montant de la fraude sociale à 13 milliards d'euros par an en France. Donc, ces chiffres datent du 5 août de cette année. Dans le rapport rendu public en septembre, le Haut Conseil de financement de la protection sociale a estimé que le montant de la fraude sociale est dû en fait à deux catégories d'arnaques.
si on peut dire. Donc, la fraude aux cotisations sociales des entreprises et travailleurs indépendants qui se soustraient au paiement des cotisations, mais également la fraude aux prestations sociales des allocataires qui perçoivent de manière indue les aides de l'État. Donc, ce point n'est pas que du fait des salariés, mais on peut prendre en compte aussi qu'il y a 10% consécutifs aux professionnels de santé, en prenant en compte, bien entendu, qu'on a des possibilités de fraude qui sont en lien avec les possibilités de faire fabriquer de faux arrêts de travail avec le véritable tampon identifiant du médecin. Plusieurs mesures ont été évoquées pour lutter contre l'envolée des arrêts maladie et de leur coût d'indemnisation, donc que vous pouvez voir sur ce diagramme. Deux mesures sont déjà en place cette année, donc en 2025, par le plafonnement du montant des indemnités journalières, donc qui est maintenant à 1,4 SMIC. Et aussi une indemnisation limitée à 90%, à 90% contre 100% dans la fonction publique voilà. L'idée de ces mesures est d'arriver à un alignement du privé sur le service public en ayant l'application d'au moins un jour de carence. Voilà. Donc, concernant l'indemnisation, 3 acteurs interviennent dans l'indemnisation de l'arrêt de travail. Vous avez tout premièrement la sécurité sociale avec les indemnités journalières, qui représentent 50% de cette indemnisation à partir du 4e jour d'arrêt pour un maximum de 3 ans. Vous avez ensuite l'employeur avec la loi de mensualisation du maintien de salaire conventionnel, qui là intervient dès le 8e jour d'arrêt. Et ensuite, vous avez l'organisme complémentaire qui intervient notamment avec les indemnités journalières, la mensualisation et le relais de la mensualisation qui compte aussi en fonction des conventions collectives nationales, des contrats de prévoyance. Donc, ces 3 acteurs peuvent organiser des contrôles et vérifier s'il n'y a pas de paiement à tort de ces indemnités. On va se rapprocher du contrôle effectué par la sécurité sociale. Donc, les services de contrôle médical de la sécurité sociale ont plusieurs modalités de contrôle pour constater les abus. Vous avez les visites médicales inopinées au domicile, sur les heures de présence obligatoire, des vérifications d'ordre médical, donc avec fourniture avec les demandes de justificatifs, et des vérifications administratives qui peuvent être faites. Alors qu'il n'y a pas de convocation à l'avance, le contrôle est fait de façon inattendue et ils peuvent se dérouler donc sur le domicile ou être effectués sur le domicile du salarié ou être effectués sur dossier. Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie peut demande le plus souvent qu'on lui communique des documents complémentaires. Dans ce qui concerne le contrôle administratif, s'il ne peut pas avoir lieu, si jamais le salarié est absent le jour du contrôle, la sécurité sociale peut suspendre le versement des indemnités journalières. Une contestation est possible dans ce cas-là auprès de la CPAM ou de la MSA, donc en saisissant une commission de recours amiable. Et s'il n'y a pas d'accord, si jamais s'il n'y a pas d'accord avec la décision de la commission de recours amiable, vous pouvez engager un recours contentieux devant un tribunal judiciaire, donc sur le pôle social du tribunal judiciaire, dont dépend votre domicile. En ce qui concerne le contrôle médical, il n'est effectué par un médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.
si lors de ce contrôle, l'arrêt de travail est jugé injustifié, le salarié est immédiatement informé et le médecin conseil avise également son médecin traitant. Donc la CPAM confirme par courrier la date de reprise du travail et informe de la fin des versements des indemnités. Une copie du courrier est également envoyée à l'employeur. Enfin, un point aussi d'importance, c'est que si jamais il y a des indemnités perçues indûment, notamment dans les cas de fraude, ces organismes peuvent demander le remboursement des sommes perçues à tort. Donc, les conséquences pour l'assuré sont donc la suspension des indemnités journalières, l'envoi de ce courrier, la suspension du maintien du salaire de l'employeur et la suspension des indemnités. Mais c'est ce que je viens de vous dire, pardon. Voilà. La demande, deuxième point, vous pouvez avoir une demande de contre-visite médicale effectuée par l'employeur. Donc, vous pouvez rencontrer deux interlocuteurs possibles pour l'entreprise. Donc, vous avez la CPAM dont dépend le salarié et les éléments sont disponibles sur le site Amélie. Vous pouvez l'employeur peut transmettre un signalement exclusivement par mail au service médical de la CPAM ou transmettre un compte-rendu de contre-visite effectué par un médecin mandaté par l'entreprise dans un délai de 48 heures. Les délais sont importants suivant la contre-visite. L'autre possibilité, c'est de contacter un organisme privé pour cette contre-visite médicale. Dans ce cas, il n'y a pas d'obligation de prévenir à l'avance de la visite du médecin au domicile, mais donc cette contre-visite permet de vérifier que le salarié est présent à son domicile pendant les heures d'interdiction de sortie et que son état de santé justifie toujours le fait d'être en arrêt de travail. Donc, si le salarié souhaite contester les conclusions du médecin contrôleur, donc de cet organisme privé, le salarié peut demander une autre contre-visite ou solliciter l'avis d'un expert judiciaire auprès du Conseil des prud'hommes. Le troisième possibilité, c'est le suivi médical des arrêts opérés par l'assureur complémentaire pour maîtriser la sinistralité du contrat. Donc, ce suivi médical a deux effets sur la sinistralité. Voilà. Le contrôle peut aboutir après expertise à considérer le sinistre comme non fondé et donc suspendre le versement des indemnités journalières. Mais également, ce suivi crée aussi un effet dissuasif. Mais cependant, il reste difficile d'estimer la portée de cet effet dissuasif. En revanche, la politique de lutte contre les abus et la fraude peut être estimée par un gain technique entre 1 et 7%. Donc, derrière ce concept de fraude, deux notions différentes nécessitent des modalités de contrôle adaptées. Donc, tout d'abord, les abus, mais aussi les faux arrêts. Donc, dans ce cas, je vais vous parler des actions menées par Malakoff Humanis, donc par le service médical de Malakoff Humanis. Donc, vous avez ces abus autour de la durée de l'arrêt de travail au regard de la pathologie qui peut entraîner un contrôle médical. Donc, avec cette demande de pièces complémentaires jusqu'à l'envoi d'un médecin pour une visite, pour une contre-visite. Et le deuxième point, les fraudes à l'arrêt de travail. Donc, ces faux arrêts de travail peuvent être commandés sur des plateformes comme par exemple TikTok ou bidouillés, si l'on peut dire, par l'assuré lui-même qui falsifie les dates de l'arrêt, qui peut falsifier les dates d'arrêt. Donc,
On peut aussi voir des salariés qui, pendant l'arrêt, montent une autre activité. Et dans ce cas-là, des enquêtes sont ouvertes. Ces deux notions de contrôle, ces deux modalités de contrôle font face à une recrudescence en fait des abus et fraudes aux arrêts. Maintenant, des plaintes sont déposées par les organismes de protection sociale pour limiter l'augmentation des cotisations, notamment, mais également pour aider à l'accompagnement du retour au travail. Là, j'en ai fini sur cette partie des enjeux. Je vais laisser la main au docteur Jouini pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation. Donc moi je vais présenter la partie médecin du travail, sachant que le médecin du travail n'a aucune mission de contrôle là dont vient de parler Hélène. On est vraiment complètement détaché des arrêts de travail qui ne font pas du tout partie du périmètre du médecin du travail. Alors, le médecin du travail, depuis la loi de 2021, qui a été donc la loi du 2 août 2021 et le décret a été édité le 21 mars 2022, a cette mission de la prévention de la désinsertion professionnelle. Pourquoi? Parce que le médecin du travail, alors on a l'habitude de dire qu'il donne des aptitudes, ça fait très longtemps que ça dépasse ça notre métier, et on a vu apparaître dans nos bureaux, dans nos cabinets, un certain nombre de salariés qui présentaient des pathologies et la seule réponse qui était donnée, qui pouvait être donnée, j'exagère un petit peu, hein, c'était de faire une inaptitude. Alors la loi, le législateur a décidé qu'il fallait renforcer la prévention des risques professionnels, donc la prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais surtout la primaire pour ne pas nous retrouver dans la prévention secondaire et tertiaire, pour que les salariés puissent continuer à travailler en toute sécurité. D'améliorer le suivi médical des salariés. Donc, il y a eu un changement auparavant. Il y avait des visites qui étaient faites tous les 2 ans et qui sont passées à tous les 5 ans. Et nous sommes aidés par des infirmières santé au travail qui nous aident pour le suivi individuel des salariés. Et puis, cette loi, elle a permis d'améliorer le fonctionnement des services qui s'appelaient des services de santé au travail, qui sont devenus des services de prévention et de santé au travail. Donc, nous avons récupéré dans notre giron la prévention. Donc, 2 articles particulièrement intéressants qui ont été édités lors de cette loi, qui sont le décret sur la surveillance post-exposition, les visites de pré-reprise des travailleurs et puis les conventions de rééducation professionnelle en entreprise. On en parlera un peu plus tard de ces notions-là. Et puis le décret qui est relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle. Donc ça a un petit peu changé la donne parce que voilà, il est très important que nous soyons porteurs de cette mission de la prévention de la désinsertion professionnelle. Vraiment, c'était le socle le plus important dans cette loi-là. Je ne sais pas si j'ai la main pour changer les diapos, Hélène. Si j'ai la main, comment fais-je? Je ne suis pas sûre. Essayez, Olta. Je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main. Donc je vais continuer. Je vous avoue, je ne sais pas comment on peut donner la main. Pas de souci. Alors, pas de souci. Donc, je vous rappelle que le Code du travail a toujours été très clair, hein, ça n'a pas changé. Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des salariés, qu'on appelle les travailleurs maintenant, des représentants du personnel et des services sociaux. Donc, on n'est pas là pour être pro-salarié, pro-employeur. Ça n'est pas du tout notre rôle. Notre rôle, c'est d'être conseiller déjà et pas contrôleur. Conseiller, le contrôle, c'est plutôt l'inspection du travail. Hein. Nous sommes vraiment conseillers et nous sommes conseillers de toutes les parties qui sont dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Nous sommes conseillers de tous. Et donc, on doit permettre l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, l'adaptation des postes à la fois sur le plan technique, sur le plan du rythme de travail, pour faire en sorte de préserver cette santé physique et mentale, la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances qui peuvent exister,
contre les accidents du travail, l'hygiène générale de l'établissement, l'éducation et la prévention. On fait aussi de la santé publique, hein, donc la vaccination, les règles hygiéno-diététiques, le tabac, l'alcool, les facteurs de risque cardiovasculaires. On va donner notre avis sur les modifications qui peuvent être apportées dans les entreprises en termes d'équipement, en termes d'organisation du travail. Et puis, lorsqu'il y a des réorganisations qui sont importantes, par exemple, je pense à des plans, voilà, des fusions, des acquisitions, etc., notre avis doit être demandé pour faire en sorte que la santé et la sécurité des salariés ne soient pas atteintes. Pardon. Donc, comment est-ce qu'on mène ces missions-là? On a à la fois une partie qui se fait en suivi individuel, c'est ce qu'on appelle les consultations, donc on va voir individuellement les salariés en consultation. Et puis on a la partie collective qui se fait dans l'entreprise, soit via des études de poste, soit en participant au CSE, soit en faisant l'échange employeur au sujet de certains salariés. Donc ça peut être, on va faire ces échanges auprès de l'employeur, soit pour une collectivité, enfin une équipe, un département ou pour un salarié. Donc ça, on a la partie individuelle et la partie collective. La partie individuelle, nous sommes aidés aussi par nos infirmières. Vous savez qu'un certain nombre de visites ont été déléguées aux infirmières santé-travail. Hein. Elles peuvent faire des visites initiales, des visites périodiques, et on peut leur déléguer d'autres visites maintenant. Et puis, concernant la partie collective, la partie sur le terrain, eh bien, nous avons aussi là une équipe qui nous aide, des ingénieurs en prévention, des assistants de santé-travail. Enfin, voilà, on a vraiment des ergonomes, des métrologues, on a des assistantes sociales, des psychologues du travail, on a des toxicologues. Voilà, on a tout type de métier qui nous soutient pour faire ce conseil auprès des entreprises. Et le médecin du travail est le chef d'orchestre de cette équipe qui s'appelle l'équipe pluridisciplinaire. Et donc, le médecin anime et coordonne, c'est comme ça que c'est noté dans le Code du travail, le médecin du travail anime et coordonne son équipe pluridisciplinaire. La mission, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est le suivi des entreprises, des salariés, pardon, et c'est le conseil aux entreprises, et puis avec toute cette équipe qui nous aide. Alors, revenons à cette loi 2021, pardon. Pour vous recontextualiser un petit peu les choses, dans le suivi individuel, on a un certain nombre de visites qui existent. Donc, il y a la visite médicale d'embauche qui permet un entretien médical, ça peut être fait par l'infirmière, hein, avec un certain nombre de questions sur la santé et puis un certain nombre de questions sur le poste de travail actuel et sur les postes de travail préalablement occupés afin de détecter des risques professionnels qu'il faudrait qu'on suive, qui auraient pu avoir un effet sur la santé et qu'il faudrait qu'on suive. Donc ça, c'est à l'embauche des salariés. Et puis, il y a la visite périodique qui se fait, alors il y a marqué ici tous les 24 mois, c'est faux, c'est jusqu'à 5 ans, hein, d'accord? La visite, elle est tous les 5 ans. Pour certains salariés qui ont certains risques, on peut être amené à les faire tous les 2 ans, mais c'est passé à tous les 5 ans. Et de manière, voilà, une fois c'est l'infirmière, une fois c'est le médecin. Voilà, c'est de manière alternée, comme les gardes alternés. Il y a ensuite la visite de reprise qui peut se faire soit après un congé maternité, soit après toute absence pour une maladie professionnelle ou pour un accident du travail, et pour toute absence après 60 jours maintenant. Hein. Donc la maladie ordinaire, comme on dit, qui n'est pas une maladie professionnelle, eh bien après 60 jours d'arrêt de travail, on corrigera les diapos, après 60 jours, il peut exister, il doit y avoir une visite de reprise. Pour les maladies professionnelles ou les accidents du travail, ça peut se faire à tout moment. Voilà, donc cette visite de reprise, elle sert à quoi? À voir, le salarié a été en arrêt de travail, il a donc eu un problème de santé, et c'est s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'état de santé du salarié et la reprise de travail, et puis l'aider, si jamais il faut, eh bien l'aider par des aménagements de poste qu'on va délivrer à l'employeur pour que celui-ci puisse faire ces aménagements de poste afin que le salarié reste en sécurité à son poste de travail. La visite de pré-reprise, elle est très importante et elle fait partie de ce socle-là. Pourquoi? Parce que c'est une visite qui a lieu pendant l'arrêt de travail. Le salarié n'a pas encore repris le travail. Et pendant cette visite-là, le médecin du travail va discuter avec le salarié pour savoir ce qui a mené à cet arrêt de travail, quel est l'état de santé aujourd'hui, quel est le plan de soins qui est suivi
par le salarié, qui est le patient quand il est chez son médecin, et puis quelles sont les perspectives, comment la reprise de travail peut se faire, dans quelles conditions elle va se faire. Alors nous, on n'arrête jamais les arrêts de travail, ça, il est encore en arrêt de travail, on ne va pas dire vous allez arrêter votre arrêt de travail, c'est pas du tout notre job. Notre job, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, vous êtes en arrêt de travail depuis, je vous dis n'importe quoi, par exemple, depuis 2 mois ou 2 mois et demi. Eh bien, au vu de l'état de santé, vous allez pouvoir reprendre, voilà, votre arrêt de travail va dans 15 jours ou dans un mois. OK, vous allez pouvoir reprendre soit, ben voilà, comme vous étiez avant, soit il va vous falloir reprendre avec un certain nombre d'aménagements dont on va parler après. Donc, cette visite de pré-reprise, elle se fait à partir du 30e jour d'arrêt de travail. Le salarié peut solliciter cette visite de reprise. Et l'employeur doit lui rappeler, lorsqu'il est en arrêt de travail, qu'il a le droit à cette visite de pré-reprise à partir du 30e jour d'arrêt de travail. Alors, pour anticiper le retour, il y a plusieurs outils qu'on a dans notre boîte qu'on peut utiliser, nous, médecins du travail. Et le salarié et l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, il faut voir ça comme pas un trinôme, j'allais dire. Alors, il y a tout d'abord le rendez-vous de liaison. Donc, ce rendez-vous de liaison, ça a été vraiment l'un des points phares de cette loi-là. Parce qu'avant, lorsque le salarié était en arrêt de travail, on disait « Ouh là 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 là, il ne faut pas parler aux salariés ». On disait aux employeurs « Il ne faut surtout pas parler aux salariés, il est en arrêt de travail ». L'arrêt de travail, c'est une suspension du contrat de travail. Il n'y a plus de lien contractuel entre le salarié et l'entreprise. Vous n'avez pas à parler aux salariés. Mais on s'est dit aussi, et on l'a vu dans notre quotidien, et le législateur l'a pris en compte, oui, mais s'il ne se parle pas du tout, surtout dans certains cas, quand il est en arrêt de travail, comment ça va se passer la reprise? Ça va être compliqué, ils ne se sont pas du tout parlé, ça va être compliqué. Et certains salariés qui sont en arrêt long pour X raisons médicales, ben, c'était compliqué pour eux de reprendre. La veille de la reprise, ils étaient vraiment pas forcément très très bien. On a mis en place ce rendez-vous de liaison, c'est pour garder le lien entre l'entreprise et le salarié, et pour que l'entreprise, l'employeur, puisse dire au salarié, bah, alors pas qu'est-ce qui se passe, le salarié n'a pas à donner son motif d'arrêt, n'a pas à donner ses éléments médicaux, ça reste du secret médical, et il n'a pas, et c'est imposé à l'employeur, il n'a pas à le dire pourquoi il est en arrêt, mais de dire bah, de quoi tu pourrais avoir besoin pour reprendre. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu pourrais avoir besoin? Vous voyez, on va parler du travail, on va parler du poste du travail, on va parler de l'aménagement du travail, on ne va pas parler des éléments médicaux, parce que ça peut aussi effrayer les salariés et on le comprend. Et donc, ce rendez-vous de liaison, il a été mis en place pour permettre ce contact-là. Comment le demander? Soit c'est le salarié qui le demande, le rendez-vous de liaison, et alors l'employeur est obligé d'organiser ce rendez-vous de liaison et il doit répondre dans les 15 jours après la demande du salarié pour lui dire ben voilà, tu m'as demandé le 1er septembre un rendez-vous de liaison. Il a jusqu'au 15 septembre pour lui répondre et pour lui dire ben voilà, il sera organisé, je ne sais pas quoi, le 17 septembre ou le 3 septembre. Il peut lui répondre rapidement aussi, il n'est pas obligé d'attendre les 15 jours. Le 3 septembre à 9h, voilà, on pourra se voir pour discuter. Donc ça, c'est dans le cas où le salarié le demande, ce rendez-vous de liaison. Il y a l'obligation de le mettre en place. Mais le législateur a dit que l'employeur pouvait aussi proposer ce rendez-vous de liaison. Et donc, il va adresser un courrier au salarié pour dire, eh bien voilà, tu as eu 30 jours d'arrêt, ou voilà, eh bien il est possible que nous nous rencontrions, ou il est possible que nous nous rencontrions afin de discuter de la situation actuelle. Et surtout de la situation future, comment faire pour se retrouver face à une situation future qui soit la plus sécurisante pour le salarié. Là, le salarié n'a pas l'obligation de se saisir de ce rendez-vous de liaison. Il n'a pas une obligation de dire oui, je veux bien, etc. Mais l'employeur a l'obligation de lui proposer. Donc ça, c'est intéressant. Et la loi dit que le médecin du travail ou l'équipe du médecin du travail peut participer ou pas à ce rendez-vous de liaison. Alors là, les médecins du travail font en fonction de leurs habitudes, de leur disponibilité, du problème qu'il peut y avoir, etc. Moi, concrètement, j'en parle aux salariés lorsque je les vois en visite de reprise et je prépare les salariés à ce rendez-vous de liaison. Et je prépare également l'employeur lors des échanges employeurs que le Code du travail nous demande de faire.
après accord du salarié, pour que ce rendez-vous de liaison se passe au mieux. Ça n'est pas un rendez-vous médical, hein. C'est pas du tout un rendez-vous médical. On parle pas de santé au sens où on va pas dire j'ai telle pathologie et je prends tel médicament. C'est pas du tout ça. C'est quels sont les besoins par rapport à la santé pour pouvoir reprendre le travail. Donc ça, c'est très intéressant, ce rendez-vous de liaison-là. Par ailleurs, donc la visite de reprise là, que vous voyez dans le deuxième cadre, dont je vous ai longuement parlé, donc c'est une visite qui se fait après 60 jours d'arrêt de travail, qui se fait, pardon, après 30 jours d'arrêt de travail, je vous dis des bêtises, c'est la visite de reprise qui se fait après 60 jours, qui se fait donc chez le médecin du travail. L'employeur n'est pas forcément au courant de cette visite, hein. D'ailleurs le salarié la sollicite, mais il n'est pas obligé d'en parler du tout à l'employeur. Elle permet cette discussion entre le médecin du travail qui prend connaissance de l'état de santé, qui prend connaissance des examens complémentaires, qui prend connaissance du plan de soins et qui donc va discuter avec le salarié de la reprise. Et puis, il y a l'essai encadré. Cet essai encadré, eh bien, ça permet de tester la reprise de travail dans un cadre bien particulier, encadré, un essai encadré, qui se fait dans l'entreprise ou dans une autre entreprise, dans le poste de travail initial du salarié ou dans un autre poste de travail. Donc ça permet plus d'anticiper le retour, je ne sais pas, mais en tout cas de le préparer au mieux. C'est ça. Ça permet de préparer au mieux le retour. Dommage que j'ai pas la main, parce que ça serait un peu plus fluide pour moi. Voilà, j'avais juste un petit souci pour pouvoir passer. Ça Voilà. va le faire. Donc, les dispositifs de maintien dans l'emploi tels que le législateur l'a déployé, c'est donc on a dit cette visite de reprise, et puis les visites de pré-reprise, hein, ça c'est important, et puis toute autre visite en réalité. Hein, le maintien dans l'emploi, ça peut être un salarié qui dit moi je vais pas bien, il n'a pas eu d'arrêt de travail, ou on en a eu un petit, donc il n'y a pas de visite de reprise parce que l'arrêt de travail est de moins de 60 jours, il peut demander une visite. Par exemple, il a eu un arrêt de travail de 3 semaines, il est retourné en entreprise, il n'est plus en arrêt, et il se dit, bah, quand même, j'aimerais bien voir le médecin du travail pour que je puisse discuter avec lui. Ou bien ça peut être l'employeur qui voit un salarié qui a eu, par exemple, plusieurs arrêts de travail dans l'année, des petits arrêts qui n'ont pas nécessité de visite de reprise, et qui se dit, j'aimerais bien quand même avoir l'avis du médecin du travail. Donc l'employeur peut déclencher aussi une visite chez le médecin du travail. Donc toutes ces visites-là sont importantes pour discuter du maintien dans l'emploi. Il y a les aménagements au poste du travail. Donc, les aménagements, c'est vraiment très, très, très large. Il y a tout type d'aménagement qu'on peut imaginer. Ça peut être l'utilisation d'une machine qui va aider à la manutention. Ça peut être des logiciels qui permettent, par exemple, quand on a une déficience visuelle ou auditive, à aider le salarié à mieux voir, mieux entendre sur son ordinateur. Ça peut être tout venant. Là, je vois le télétravail, ça peut être un aménagement de poste. Ça peut être des horaires qui sont aménagés, hein, commencer plus tard. Moi, j'ai des salariés qui font des dialyses, qui veulent continuer à travailler. Et puis, ça permet qu'il puisse aller à sa dialyse s'il le souhaite. Hein, on ne va pas l'obliger à le faire, mais aller à sa dialyse le matin et puis arriver plutôt à 11 heures. Enfin, vous voyez, voilà, c'est comment est-ce qu'on aménage les choses. Il y a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui permet quoi? Qui permet de reconnaître qu'il y a une diminution des capacités du salarié et qui permet à l'employeur, lorsqu'il y a cette RQTH et lorsqu'il y a des aménagements de type achat de logiciels, achat de machines, etc., de pouvoir avoir des aides pour ces achats-là, puisque lui, l'employeur joue le jeu, il garde un salarié, il garde en emploi un salarié RQTH, où il va embaucher un salarié qui a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et ça va lui permettre d'avoir ces aides financières qui peuvent... Parce qu'il n'y a pas que des grosses boîtes qui ont des millions de dollars, hein. Il faut penser aussi au boucher du coin qui n'a que 3 salariés, à la petite structure de crèche qui n'a que 15 salariés, qui n'a pas forcément des deniers comme ça, et ça les aide, la RQTH. Et puis, il y a l'entretien professionnel de reprise. Alors, on a parlé du rendez-vous de liaison. Lui, il se fait pendant l'arrêt de travail et c'est la possibilité de pouvoir le faire. L'entretien professionnel de reprise, le salarié a repris et je conseille à tout employeur, lorsqu'un salarié a été arrêté longtemps, qu'il ait ce lien lorsque le salarié a repris son travail, afin de lui dire welcome back, bienvenue à nouveau chez nous.
alors c'est peut-être pas la deuxième phrase de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, mais quand même, ça serait intéressant qu'ils le fassent. Surtout pour des salariés qui ont été en arrêt long, évidemment. Un salarié qui a eu 3 jours d'arrêt de travail ou 15 jours d'arrêt de travail, bon, ça, on peut comprendre que cet entretien de reprise ne se fasse pas. Néanmoins, pour les arrêts longs, c'est très important ce rendez-vous-là. Moi, j'ai pas mal de salariés qui m'expliquent que, alors qu'ils ont été arrêtés 6 mois, on les a même pas accueillis, ils n'ont même plus encore leurs identifiants informatiques, enfin que sais-je, c'est compliqué pour eux. Et voilà, le message envoyé n'est pas forcément celui qu'il faudrait envoyer, hein, finalement. Alors, je peux comprendre qu'on soit noyé par le quotidien, néanmoins, ça peut valoir le coup d'avoir un process en interne, de se dire, eh bien, pour tous les salariés qui ont été arrêtés plus de tant de semaines, à vous de voir, c'est intéressant qu'il ait son entretien professionnel de reprise et non pas qu'il reprenne comme ça, comme si rien ne s'était passé, alors que pour le salarié, il y a eu un avant et un après l'arrêt de travail, hein, donc c'est important. Et il y a eu un arrêt de travail, donc il y a eu un événement. Hein. Voilà. Hélène, s'il vous plaît. Ah, ben, c'est déjà terminé. On arrive aux questions. Merci. Thérapeutique, je crois. Le temps partiel thérapeutique, c'est aussi un aménagement parce que on peut être à un moment dans l'obligation d'être maintenu en arrêt de travail à 100%, totalement. Et puis, on n'est pas off-on. Il n'y a pas le 100% je suis en arrêt de travail et puis ça va mieux dès le lendemain de l'arrêt. Ça peut exister. J'ai une fracture, j'ai une entorse de cheville, bah, pendant 3 semaines, je suis KO et voilà, et je peux pas être, si je suis caissière chez Monoprix, bah, je peux pas tenir mon poste, ou si je suis animateur dans un centre de loisirs, je peux pas tenir mon poste. Et puis, quelques jours après, ça va, je peux tenir 100% mon poste. Et puis, il y a d'autres pathologies, ça se passe pas comme ça, c'est pas off-on. Eh bien, on peut être en capacité de travailler un certain pourcentage de temps, mais on a encore des soins qui font que il faut qu'on continue nos soins. Ou bien alors, il y a une fatigue, je pense à un cancer par exemple, on a fini le soin, mais on est encore dans les quelques semaines après la chimiothérapie, où on est fatigué, mais en même temps on aimerait bien reprendre, parce que ça ferait du bien aussi de reprendre. Eh bien, pour toutes ces zones grises, j'allais dire, qui ne sont pas ni off ni on, eh bien, il y a le temps partiel thérapeutique qui peut être prescrit par le médecin traitant et qui est validé par le médecin conseil de la CPN, mais qui est orchestré, aménagé par le médecin du travail. Alors faites attention parce que souvent je vois des arrêts de travail en temps partiel thérapeutique et le médecin traitant rajoute à la main un pourcentage, alors que c'est un aménagement de poste, le pourcentage, et c'est le médecin du travail qui, en écoutant ce que dit le salarié, en lisant les documents médicaux, etc., et en connaissance du poste de travail, va dire ça serait bien de faire tant de pourcents, en sachant qu'on peut augmenter crescendo au fur et à mesure. On peut être capable de faire un 50-60% en reprenant le travail, et puis pendant un mois, et puis un mois après, on peut faire 80%, etc. Donc ça, c'est vraiment à orchestrer après prise en compte des éléments médicaux et des éléments du poste de travail pour pouvoir le mettre en place. Donc, le temps partiel thérapeutique, je vous ai dit, est prescrit par le médecin traitant. Et nous, médecins du travail, on le met en aménagement de poste sur l'annexe 4, ça s'appelle, c'est très codifié, de l'attestation de suivi. On l'adresse à l'employeur, on fait l'échange à l'employeur, et là, l'employeur nous dit oui, non, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas le mettre. À chaque fois qu'il y a un aménagement de poste, l'employeur dit oui, non, je peux le mettre en place, ou non, je ne peux pas le mettre en place. Alors, s'il vous dit oui, c'est parfait. S'il dit non, il doit motiver auprès du salarié et auprès du médecin du travail le pourquoi du non, pourquoi ça n'est pas possible. On peut imaginer, par exemple, je ne sais pas moi, si on parle d'une puéricultrice qui est dans une crèche et que je noterais un aménagement de poste où elle serait assise à 100% et qu'elle ne doit pas du tout parler au bébé, bon, on peut imaginer qu'il a le droit de dire c'est pas possible dans ce poste-là. Alors, je prends des caricatures, mais on n'a pas que des caricatures, on a aussi des zones grises. Hein. La vie, elle est comme ça. Hein. On a des êtres humains, on a des postes de travail, et entre les deux, il peut y avoir des zones grises. Et parfois, c'est pas tout à fait possible. On a par exemple des demandes de télétravail qui peuvent ne pas coller avec voilà l'équipe, avec le travail. Alors souvent les salariés me disent mais si c'est possible, mon poste il est télétravaillable, mais il n'y a pas que le fait que le travail puisse être fait en télétravail. Il y a aussi, il faut prendre macro, l'équipe, etc. Donc voici les différents dispositifs qu'on peut être amené à orchestrer, voilà, en fonction de l'état de santé du salarié d'une part, du poste de travail d'autre part. Et j'allais dire, c'est pas figé dans le marbre, hein, c'est évolutif, voilà. Alors, l'essai encadré se fait sous quel statut pour le salarié? Souvent, les salariés reviennent en mi-temps thérapeutique. C'est deux choses différentes. En fait, le mi-temps thérapeutique, ça veut dire que il va reprendre son poste de travail.
voilà, mais à temps réduit. C'est ça que ça veut dire, le temps partiel thérapeutique. Je suis le docteur Jougny, je suis médecin du travail, je suis arrêtée pendant 6 mois, je vais revenir en temps partiel thérapeutique à 50% parce que j'ai eu un problème de santé et je vais revenir à mon poste de travail. Laisser encadrer, c'est souvent parce qu'on pense que, alors ça peut être revenir à son poste de travail dans son entreprise et rien ne changera, hein, mais c'est parfois aussi parce qu'on va tester autre chose dans l'entreprise, un autre, comment dirais-je, un autre poste de travail qui est à côté, qui est pas exactement le même et qui pourrait être un peu plus proche de l'état, un peu plus protecteur vis-à-vis de l'état de santé, d'accord. Voilà. Voilà ce que je peux dire, et c'est un aménagement de poste qu'on va mettre en place pour le salarié. Merci pour cette première question. Et on a une autre question sur la contre-visite d'un organisme extérieur. Est-ce que le salarié concerné doit l'accepter? Alors moi, c'est pas totalement ma partie, cette histoire-là, Oui, mais de ce que je sais, c'est que il peut dire non, mais je crois que ça fait sauter ses droits d'office, il me semble. Mais voilà. Moi non plus, il y a un alors, astérix, mais c'est ça qui je me. suis dans le même cas, donc je ne peux pas trop vous répondre avec une certitude à 100%. Ben, de ce que je vais faire, c'est qu'on conserve votre question donc, sur cette contre-visite et aussi sur comment trouver ces organismes. Et je vous mettrai une information générale dans le MOOC. Sandrine, j'espère, Sandrine et vous autres, hein, auxquels auront accès toutes les personnes qui sont inscrites au MOOC. Donc voilà, ça, vous aurez cette info juste dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à nous remettre vos questions si vous en avez d'autres avant que je passe à la toute dernière diapo pour vous annoncer ce qui pour nous est une très bonne nouvelle puisque le MOOC se poursuit mais d'une autre façon beaucoup plus poussée. Je vais en profiter pour Et faire une petite remarque. Vous avez vu que le gouvernement s'attaque sur la partie arrêt de travail que vous avez présenté, Hélène, s'attaque aujourd'hui à ces arrêts de travail, à l'absentéisme. Et donc vraiment, je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas si dans le public, on a plutôt des salariés ou plutôt des entreprises. Je ne sais pas du tout, des RH, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille à mes entreprises, toujours, c'est qu'un arrêt de travail, ça coûte cher, ça coûte pas cher juste. Ça coûte cher à la santé du salarié, ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher à l'entreprise. Souvent, tout ça, alors bien sûr, c'est le salarié, il a un diabète, c'est pas de la faute. Je dis pas que c'est de la faute de l'entreprise, mais le fait d'ouvrir, je pense souvent aux risques psychosociaux qui sont la première cause maintenant des arrêts de travail. Hein, il faut le savoir. Donc, si on prend le risque psychosocial, bien sûr, si c'est un cancer et que c'est pas un cancer professionnel, bon, l'entreprise peut faire un certain nombre de choses, mais pas non plus tout. Pour les risques psychosociaux, par exemple, qui font que les arrêts de travail, les IJSS là s'envolent depuis quelques années. Eh bien, en tant qu'entreprise, il faut vraiment, vraiment penser à cette prévention primaire, vraiment, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte cher une fois de plus à la santé du salarié, ça coûte cher à l'entreprise, ça coûte cher aux équipes qui sont là, qui pallient à l'absence du premier salarié, ça coûte cher en compétences qui va fuir parce que le salarié au bout d'un moment il va partir ou souvent c'est ça qui se passe et puis pendant qu'un salarié qui est expert, qui connaît, qui est compétent, qui connaît son poste s'en va, eh bien c'est de la perte de connaissances, il faut ensuite former le nouveau qui va arriver, ça a un peu démotivé le reste de l'équipe. Bah, s'agissant des risques psychosociaux et de l'absentéisme, vraiment la prévention primaire, elle rapporte plus qu'elle ne coûte. Et c'est très très intéressant. Et il y a pas mal de bruits de couloir aujourd'hui sur ces histoires d'arrêt de travail liées aux risques psychosociaux. Et très probablement qu'on va faire porter le chapeau aux entreprises de manière beaucoup plus forte que ce qui est fait là aujourd'hui. Hein. Et vous l'avez lu comme moi dans la presse. Alors, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre là aujourd'hui, mais on sent bien cette tendance-là, cette tendance qui est liée à la tendance de l'augmentation des risques psychosociaux aujourd'hui. Hein. Donc ça, vraiment, je ne sais pas s'il y a des entreprises là qui nous regardent ou des personnes qui travaillent dans les services RH ou des personnes qui travaillent dans la prévention, mais c'est extrêmement important que ce sujet-là soit saisi, discuté et que le process en interne soit vraiment mis en place. Ce que je peux constater, moi, en tant que médecin du travail, c'est que souvent, quand on arrive à un point, enfin très 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 loin
dans les arrêts de travail, c'est que souvent, en fait, il y avait des signes indirects, des signes faibles, des petites braises comme ça, dont on a préféré ne pas tenir compte, et à la fin, ça donne des feux qui flamboient, et c'est pas très bon. Et vraiment, intéressez-vous aux signaux faibles. Intéressez-vous euh, voilà, le small talking, que quand vous entendez plein de petites choses comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à traiter les problèmes parce que vous arrêterez le feu qui va fuser dans quelques temps. C'est un vœu Voilà. pieux ce que je vous dis, vous le savez, mais c'est mieux de le redire. C'est comme le tabac, c'est pas bon pour la santé. Je sais que tout le monde le sait, mais on le redit. Il faut toujours en parler. Donc sur ce sujet-là, nous avons un MOOC sur les risques psychosociaux, donc de RPS vers la santé mentale en entreprise. Donc, on est sur une mise à jour des contenus et on devrait ouvrir d'ici 1 à 2 mois une nouvelle version, toujours disponible gratuitement sur Fun. Pour finir, donc je vous confirme ce dont on a commencé à vous parler lors de précédents directs, c'est l'ouverture d'une micro-certification, donc au 1er octobre, donc ce qui représente à peu près, elle représente environ 10 heures de cours et elle porte aussi sur la prévention et la gestion des arrêts maladie. Donc elle s'adresse à tout le monde, toute personne intéressée par ce thème de l'absentéisme. Les compétences que nous visons à vous apporter à travers cette micro-certification, c'est de bien définir l'absentéisme et comprendre ses enjeux pour l'entreprise, prendre la mesure du phénomène par rapport à son diagnostic et construire vos tableaux de bord à l'aide de bons indicateurs sur lesquels vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Derrière, d'évaluer les enjeux économiques et sociaux de l'absentéisme, de bâtir un plan d'action et de prévention de l'absentéisme en mobilisant les ressources et les acteurs que vous avez autour de vous, et d'apporter des outils aux managers pour les aider à mieux accompagner leur équipe. Donc, vous aurez un petit lien dans le forum du MOOC pour pouvoir vous permettre de voir un peu plus précisément cette micro-certification. Et si vous la recherchez sur le site du CNAM, vous pouvez taper directement le code MCP 004. Pour information, derrière, pour finir sur cette micro-certification, donc il faut un minimum de 60% de réussite à l'examen en ligne pour obtenir le badge et valoriser sur les réseaux les nouvelles connaissances que vous aurez acquises. Donc, cette micro-certification on va vous apporter dedans vraiment des outils de la pratique pour vous permettre d'aller encore plus loin que les éléments qu'on vous a apportés dans ce MOOC. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions sur ce sujet d'absentéisme, de maintien dans l'emploi? Si on n'a rien, on a peut-être une petite écriture. Si on a là, non. Non, peut-être pas. Je vois un petit message. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous tous pour votre présence sur ce dernier direct. Et puis, on espère vous avoir apporté des clés pour commencer à prendre en compte ce sujet vaste et important de l'absentéisme. Et comme l'a dit le docteur Jouini, pensez bien, prévention, hein, c'est vraiment le maître mot pour toute la suite. Prévention Voilà, primaire, en merci. plus. Voilà, prévention primaire, bien entendu. Merci à vous tous. Alors, Romain, connaissez-vous les plateformes?
Ou alors là, je ne peux pas vous dire à mon niveau. Cap emploi pour ce genre de choses. Donc, susceptible de prendre en temps partiel, c'est-à-dire, on ne parle pas du temps partiel thérapeutique, là, on parle du temps d'avoir un temps partiel en termes d'avenant. Cap emploi est une bonne manière d'être mis en relation avec les entreprises qui embauchent les personnes en situation de handicap, qui ont Cap une emploi, hein, reconnaissance. c'est ça? Oui, Cap emploi. Euh, Quelle que soit la pathologie. Ce qui compte, c'est le fait que la personne soit RQTH. ok, voilà. Romain, oh, merci. Marigot. C'est leur job pourtant, hein, je suis désolée, c'est leur job. Voilà. Bon, voilà. Et merci Marigot pour le complément concernant le secteur public. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vais bientôt mettre fin à ce dernier direct. Nous avons été ravis d'intervenir et d'échanger avec vous, que ce soit lors de ces directs et aussi par l'intermédiaire de des forums du MOOC. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous joindre, à nous parler. Si vous avez encore des questions, on va regarder le forum, notamment pour tous ceux qui sont inscrits jusqu'au dernier jour. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez encore quelques jours pour pouvoir suivre ce qui se passe pour pouvoir voir le forum et rester, avoir accès à toutes les données, les supports de cours. Voilà, merci à tous. Merci Dr Jouni de nous avoir rejoints et pour le MOOC et pour ce dernier direct. Bonne journée à vous, bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée. Au Au revoir à revoir. tous.